Bonjour à tous et à toutes. J'ai le privilège de clôturer cette matinée de formation avec vous et je suis consciente de la quantité d'informations que vous avez dû intégrer aujourd'hui et je suis également consciente de l'heure qu'il est. Donc je vais tâcher d'être la plus concise possible pour vous présenter les modifications prochaines qui vont donc être apportées au régime des infractions urbanistiques. Nous allons aborder 4 points, les actes infractionnels, l'amnistie, 3 mots sur le constat des infractions et un peu plus que 3 mots sur la régularisation et la transaction. Donc je disais, les actes infractionnels. Le D7.1, paragraphe 1, reprend la liste des faits constitutifs d'infraction. Et cette liste est globalement inchangée. À un détail près, c'est une modification qui sera apportée lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code du patrimoine, qui consiste donc à enlever de la liste le non-respect des dispositions relatives au Code du patrimoine. Par contre, modification dès le 1er avril 2024 est l'abrogation des paragraphes 2. Donc, disparaissent de la liste des infractions les infractions mineures, non fondamentales, je ne savais pas très bien comment les appeler, et les infractions ordinaires, donc fondamentales. Donc, elles disparaissent. Mais pas tout à fait, vous allez voir. Et donc, pour en arriver à l'amnistie, où là, le but de la réforme était de répondre aux remarques de 2017 qui avaient été formulées par la section législation du Conseil d'État par rapport à la pertinence de la date pivot du 1er mars 1998, qui donc est actuellement dans le principe de l'amnistie. Et également de supprimer la différence qui était jugée juridiquement peu sûre entre cette perte du caractère infractionnel qui ne régularisait pas pour autant les travaux et la présomption de conformité. Et enfin, de combattre l'insécurité juridique qui découlait de l'absence de limitation dans le temps de l'infraction de maintien des infractions et pour les acquéreurs successifs de biens, donc de manière à, pour une fois, régler la situation du bien. Dès lors, à partir du 1er avril 2024, demain donc, l'article D7.1 bis disparaît. Donc plus de référence au 1er mars 1998. Je vais vous exposer le principe de l'amnistie et les exceptions, mais avant, je compte vous rappeler quelques petites choses importantes. Donc, des actes et travaux amnistiés sont présumés réguliers, donc ils sont légalement en ordre, il n'y a plus besoin de faire de démarches supplémentaires de manière à ce qu'ils soient considérés comme légaux ou réguliers. Deuxième remarque, les actes et travaux amnistiés sous l'égide de l'article D7.1 bis restent amnistiés. Tout ce qu'on a traité jusqu'à présent ne sera pas remis en question parce qu'il y a une modification du Code d'été au 1er avril. Et enfin, ça c'est un petit rappel qui va à mon avis faire plaisir à la majorité d'entre vous, seule une juridiction peut constater que les conditions de l'amnistie sont réunies, pas une autorité administrative. Je disais le principe de l'amnistie. Donc le but était d'instaurer un régime unifié d'amnistie lorsque l'infraction de maintien prend fin. Et nous retrouvons nos petites infractions de tout à l'heure. Nous avons donc les infractions mineures, non fondamentales, qui sont irréfragablement présumées conformes aux droits de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 10 ans après leur achèvement. Et nous retrouvons également les infractions ordinaires, fondamentales, qui sont irréfragablement présumées conformes aux droits de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 20 ans après leur achèvement. Donc, toutes ces infractions connaissent une limitation dans le temps d'existence. Restent quand même les exceptions à l'amnistie, qu'on peut qualifier d'infractions majeures. Donc ça veut dire que les infractions de maintien ne seront pas limitées dans le temps, elles persisteront. Nous retrouvons globalement les 6 exceptions qui sont actuellement au D7.1 bis, à 4 nuances près. La suppression de la référence au 1er mars 1998, qui n'a plus lieu d'être, vu que voilà, maintenant c'est un régime différent.
Une petite exception anecdotique pour la zone d'habitat vert en matière de création de logements. Et par contre, la disparition du procès-verbal de constat d'infraction. Cela est dû à une justification que l'absence de poursuite dans le délai d'existence de l'infraction peut justifier une absence d'intérêt aux poursuites. Et en quatrième lieu, une modification donc, qui, elle, sera apportée par l'entrée en vigueur du nouveau Code du patrimoine, qui est une clarification. On passerait d'une mesure de protection du patrimoine à des actes et travaux sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du patrimoine. Je vous avais promis 3 mots pour le constat des infractions. Et ces 3 mots seront contractuels, toutes et 1 mois. D'accord, ça fait 4. Mais concernant les agents constatateurs, eh bien maintenant c'est clarifié. Les fonctionnaires et agents techniques statutaires et contractuels pourront être désignés comme agents constatateurs. On ne se posera plus la question. En ce qui concerne l'avertissement préalable, il sera bientôt obligatoire pour toutes les infractions. Préalablement, les infractions de maintien de 10 ans n'étaient pas concernées par l'avertissement. Ce but est évidemment d'une égalité de traitement et d'une efficacité de traitement. Le délai de mise en conformité, lui, est réduit. Actuellement, il est de 3 mois à 2 ans. Il va passer de 1 mois à 2 ans, de manière à plus rapidement obtenir cette mise en conformité et, au besoin, dresser un procès-verbal. Un peu plus que 3 mots sur la régularisation et la transaction. Alors, le but de la réforme est de clarifier les rapports entre régularisation et transaction. C'est-à-dire qu'on ne va formuler une proposition transactionnelle qu'à l'issue de l'instruction d'une demande de permis en régularisation, qui évidemment aboutira à une décision d'octroi, puisque sinon il n'y a pas de transaction possible. Et le deuxième but est d'intégrer les CU2 à la procédure de régularisation, qui concerne en général les permis, pour éviter un contournement de la procédure transactionnelle. Dès lors, au 1er avril 2024, on a refondu fondamentalement les articles D718 et D720. Pour en arriver au schéma procédural suivant, il va donc y avoir une instruction d'une demande de permis en régularisation suivie de la notification du permis. Après, si les travaux sont régularisables, détermination d'une amende transactionnelle. Si paiement de l'amende, le permis prend ses effets. Si absence de paiement, le permis se périme. Je vais lentement parce que je sais que c'est un gros changement. Et si les travaux ne sont pas régularisables, là subsiste la procédure pénale ou civile. Plus concrètement, pour la procédure de permis en régularisation, nous retrouvons la suspension du délai de délivrance du permis. Et nous retrouvons les 3 hypothèses actuellement présentes à l'article D720, c'est-à-dire soit le fonctionnaire délégué reçoit le PV avant l'instruction du permis, donc avant l'accusé-réception complète de la demande de permis, et là c'est une suspension à dater du 1er jour d'instruction de ce permis, soit le fonctionnaire délégué reçoit le PV pendant l'instruction du permis, à ce moment-là c'est une suspension à dater de la réception du PV par le FD, ou soit le FD reçoit le PV avant le délai d'instruction de recours au gouvernement wallon, et à ce moment-là, c'est également une suspension à dater du 1er jour d'instruction de ce recours. Ce qui change, c'est la fin de la suspension. Donc la suspension commence à ces 3 dates-là, potentiellement, jusque soit. Accrochez-vous. En l'absence de notification d'intention de poursuite par le parquet, la suspension prend fin à l'échéance des 90 jours de la réception du PV de constat par le parquet. Soit, en cas de notification d'intention de poursuite du parquet dans les 90 jours de la réception du PV, elle prendra fin à la décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Plus tard.
Donc, en cas de décision judiciaire définitive de condamnation, le permis ou le CU2 sera réputé refusé et pas de recours possible. Grosso modo, c'est ce qui est repris actuellement au D720. En l'absence d'intention de poursuite, l'autorité instruit la demande de permis et statue. Concernant la réglementation applicable, c'est actuellement ce qui est repris, c'est actuellement le prescrit de l'article D718, ça ne change pas. Cela peut aboutir soit à un refus de permis, et à ce moment-là, on retrouve la possible procédure pénale ou civile, ou un octroi de permis et sa notification, comme je le disais. Et ces effets de ce permis seront donc suspendus jusqu'au paiement de l'amende. Après l'instruction de permis, nous trouvons la procédure transactionnelle, qui se fait toujours entre la commune et le fonctionnaire délégué, et qui est, à peu de choses près, l'équivalent de ce qu'on connaît déjà actuellement aussi. Donc si le collège communal est compétent, le collège communal envoie la copie du permis et son avis sur la transaction au fonctionnaire délégué, et le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant en accord avec le collège communal. Si le FD est compétent, le FD interroge le collège communal sur la transaction, la position du collège communal est transmise au FD dans les 60 jours à défaut d'être réputé favorable, et le FD propose la transaction au contrevenant. Dans les deux hypothèses, la proposition de l'autorité verbalisante prévaut en cas de contestation sur le montant de l'amende. Et si le gouvernement est compétent, donc en recours, le gouvernement peut proposer la transaction au contrevenant, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué. Là, il y a une petite différence, c'est que maintenant, il n'y aura plus d'accord du collège communal, puisqu'il ne fait plus partie de la procédure d'instruit de permis à ce stade. On en arrive au D720, qui traite du paiement de la transaction. Quand il y a le paiement de la transaction, l'autorité informe le demandeur de permis et l'autorité, qui est soit communale ou le fonctionnaire délégué, selon la perception. En l'absence de paiement de l'amende dans les 6 mois, actuellement au D719 on parlait de 3 mois, maintenant ce délai peut s'étaler jusqu'à 18 mois en cas d'échelonnement de l'amende, le permis est périmé, le CU2 est invalidé, et toujours possible procédure pénale ou civile. Nous retrouvons un paragraphe qu'on connaît déjà au D720 actuellement, et qu'une demande de permis et une demande de permis en régularisation peuvent être instruites indépendamment l'une de l'autre lorsque les actes et travaux sont physiquement et fonctionnellement autonomes. J'en terminerai par la disposition transitoire. Si la transaction est payée avant le 1er avril 2024, le permis est délivré. Il peut y avoir un petit dépassement possible s'il y avait un échelonnement qui était prévu. Si la transaction est payée dans le mois de l'entrée en vigueur, donc durant avril 2024, le permis est délivré. Si la transaction, par contre, est impayée pour cette date, donc pendant avril 2024, la procédure transactionnelle devient caduque et il faudra à ce moment-là envisager une régularisation sous le nouveau régime. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.